Donc merci encore de m'avoir invité. Alors effectivement, je ne suis pas un spécialiste de l'accident ni de la communication. En revanche, ce que je connais le mieux, c'est le champ des transports urbains et c'est à ce titre qu'on va essayer de regarder comment est-ce que ce secteur particulier peut être analysé du point de vue qui nous intéresse ce matin, aujourd'hui, des accidents et de leur médiatisation. Alors les transports urbains, c'est quand même un champ qui est bon pour cela parce qu'il est assez marqué par de nombreux accidents. Et je vais essayer de vous proposer donc un parcours qui va essayer de voir comment est-ce que l'exposition médiatique de ce champ particulier a pu travailler dans le sens d'une plus grande quête de sécurité, en fait. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette grande exposition médiatique et le fait que la sécurité occupe un rôle primordial dans ce champ, ou a progressivement occupé un rôle primordial? En commençant donc par cette petite illustration, qui est en fait un extrait de presse d'un événement qui a été assez oublié, qui est ce tamponnement entre deux wagons de la ligne nord-sud qui n'existe plus, qui est en fait la ligne aujourd'hui 12, à Porte de Versailles, en 1930, et où vous voyez qu'il y a eu, je crois, 2 morts au final. Mais la presse, à l'époque extrêmement foisonnante et pas encore en crise, se fait de larges échos de tout événement dramatique dans le métro, surtout les événements mortels qui sont pas si nombreux, hein. Là, c'est un des rares. On reviendra bien sûr sur Couronne. Alors, 3 parties. La première, c'est rapidement, hein, c'est quelques spécificités de ce champ des transports urbains pour comprendre en quoi est-ce que la question de l'accident et de l'exposition publique peuvent être sensibles. La deuxième partie analysera comment, à partir de quelques exemples et selon quelques réseaux, transport en train, en métro, en surface, la relation entre accident et exposition publique. Et puis, on verra comment est-ce que cette exposition peut être en partie à l'origine de la construction d'une culture de la sécurité. Alors, les transports urbains, donc peu d'images au début, mais juste quelques éléments plutôt théoriques qui font que la question des accidents y est sensible. Alors, la première, c'est que le transport n'a lieu que s'il y a des voyageurs dans les véhicules. C'est-à-dire que, par définition, ces machines qu'on regarde sont des machines habitées, sont des machines où des gens se trouvent, dans lesquelles des gens se trouvent. Et par définition, donc, il y a un risque lié à la personne. Deuxième point important qui renvoie en fait l'introduction qu'Isabelle avait faite entre le continu et le discontinu, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est très marqué par le continu, qui est un continu qui se répète quotidiennement, de façon même plus que quotidienne, avec des lignes qui sont parcourues sans arrêt. Et le but de tout exploitant de transport en commun, c'est que tout se reproduise à l'identique. Donc on est véritablement dans une continuité qui est une des marques du métier. Et cette exploitation quotidienne est également marquée par la masse, c'est-à-dire que l'expérience est massivement partagée par tous et que dès qu'il s'agit de transport en commun, on a des flux de voyageurs et de personnes à bord qui sont très importants. Une petite erreur du PowerPoint, c'est que c'est un exploit quotidien. La question de l'exploit, qui est aussi un des aspects qu'on médiatise dans les transports, qu'est-ce qui est réellement remarquable? Il ne s'agit pas de la vitesse. La vitesse, on va voir, c'est une valeur qui va renvoyer peut-être à l'exposé sur la sécurité routière. Là, il s'agit essentiellement des flux et des fréquences, c'est-à-dire que les vitesses sont ridicules, mais la question qui se pose est plutôt celle justement de cette répétition qui s'enraye, excusez-moi. Et enfin, donc, on a bien une relation entre l'homme et la machine, avec ces voyageurs dont j'ai déjà parlé, mais aussi le fait que les transports urbains sont un domaine d'activité très marqué par la main-d'œuvre. Il y a une forte main-d'œuvre et toujours une forte main-d'œuvre. Vous avez besoin de conducteurs par milliers. Donc, ça pose la question de la fiabilité de l'homme. Et il y a également la question de l'innovation, puisque on est dans un monde technique, et on va voir que innovation et accident sont assez liés, surtout dans la représentation qu'on en donne. Alors, autre élément de caractéristique, c'est que tout cela se passe sur un espace public, qui est la voirie, un lieu de conflit avec d'autres systèmes qui ne sont pas forcément les transports collectifs.
et un lieu de visibilité également, un lieu où se forgent les discours, les images, et où on peut même aller jusqu'à la création d'icônes urbaines. On a des icônes qui représentent la ville. Si vous pensez à Londres, vous pensez au bus à étage rouge. Si vous pensez à Paris, vous allez penser au métro. Également, cette question d'espace public, elle renvoie à la question des opérateurs, des exploitants, qui relèvent, selon différents statuts, d'un certain service public et qui sont eux-mêmes ont une image très exposée et sur laquelle l'opinion publique réagit de façon extrêmement sensible. Alors, donc, d'un point de vue problématique, ça m'amène à poser un jeu de tension entre trois sphères. La question de l'innovation technique, de son introduction d'une innovation et forcément de la façon dont les voyageurs vont jouer avec cette innovation ou l'utiliser quotidiennement. La question, première sphère, la question de la répétition du quotidien, de cette nécessité qu'il y a que ce soit toujours la même chose. Et troisième sphère, la question de cette exposition publique et du fait que tout cela ne se joue que s'il y a des voyageurs qui voient et qui participent à la production. Donc tout cela va je propose que cela offre un regard particulier sur la question des accidents et l'hypothèse est que cela contribue à une construction de la sécurité. Alors, on va revenir donc sur 3 exemples de réseaux auxquels on peut penser, qui relèvent de transports urbains et dans lesquels l'accident a eu sa place et a toujours sa place aujourd'hui. Alors, le premier, c'est le train de banlieue. Historiquement, ce sont les premiers grands réseaux urbains. Et dans chacun des réseaux que je vais vous présenter, en fait, on peut identifier une sorte d'accident matrice d'origine. Alors le premier pour le transport de banlieue, c'est l'accident de Meudon en 1842. Alors je vais me placer dans l'espace parisien. Donc l'accident de Meudon en 1842, dans lequel Dumont d'Urville trouva la mort, et qui donne lieu à la première représentation en haut à droite, et qui va dès lors avoir pas mal de conséquences sur la façon dont on conçoit les wagons, etc. Mais donc du point de vue sur le temps long, le réseau des trains de banlieue est un réseau où on a de multiples accidents, mais peu sont extrêmement dramatiques. Beaucoup sont en fait locaux, avec notamment des passages à niveau, ce genre de choses. Et donc, on a une dilution médiatique de ces accidents, à l'exception de quelques grandes dates, qui sont notamment liées à... Alors, pour celui que vous connaissez ou que vous reconnaissez, qui est la gare Montparnasse en 1895, il y a une dimension incroyable et esthétique, on peut le dire, dans cette photo, de la locomotive qui, en fait, tua la personne qui occupait le kiosque à journaux en bas, mais tua personne d'autre. Là, l'autre accident beaucoup plus dramatique, c'est celui de la gare de Lyon un siècle après, en 88, où vous voyez sur la petite photo en bas à gauche que la seule photo que j'ai trouvée d'ailleurs, c'est une où on voit énormément de caméras et de journalistes qui sont là et qui viennent voir les pompiers, les policiers qui s'occupent donc de ce train qui est rentré dans un autre, qui a fait une 50aine de morts parce qu'il y avait plus enfin les freins avaient été défaits et qui a conduit à la démission du président de la SNCF. Alors, un premier modèle. Deuxième modèle, c'est le métro. Le RER, j'en parlerai pas, mais il est un peu intermédiaire. Alors, un accident matrice, c'est l'accident Couronne. Donc Couronne en 1903, qui est un accident qui a ceci d'intéressant que c'est surtout la réaction de la foule qui produit les morts. On a une fumée dans un tunnel, la foule a été évacuée de la rame, et en fait, elle redescend pour demander comment les trajets les billets vont-ils être remboursés. Et on est 3 ans après l'ouverture du métro. Et en fait, le fait d'être redescendu pour discuter de ça va conduire la foule à être coincée sur le quai et à choisir le mauvais endroit du quai où il n'y avait pas de sortie. Et donc, on aura aussi des dizaines de morts. C'est l'accident principal du réseau. Et depuis lors, on peut dire qu'il y en a eu très très peu jamais d'aussi dramatiques. Et les autres sont extrêmement mineurs.
Néanmoins, le métro connaît des accidents récurrents mineurs, jusqu'à des déraillements, des tamponnements, jusqu'en 2012, qui passent assez inaperçus. Et on peut dire que le métro a réussi à se forger une image de sécurité assez forte. On verra après comment est-ce que aujourd'hui c'est même un des principaux vecteurs de son image. Troisième réseau, l'autobus, avec également un accident matrice qui est au moment où on transforme les omnibus à chevaux par des autobus à moteur, qui est le fait qu'un autobus va tomber pont de l'Archevêché dans la Seine, parce que le machiniste n'était pas encore très habitué à sa machine et a tourné un peu vite. Et l'événement est dramatique, il y a plusieurs morts, mais on a un prêtre qui saute dans la Seine et qui récupère des jeunes enfants. Comment sur la photo que vous voyez à droite, il a sa robe, il a sa tenue. J'imagine qu'à l'époque, je ne suis pas spécialiste de ça, mais les prêtres devaient tous être habillés de façon assez traditionnelle. Donc un accident lié à l'innovation. Et alors les accidents de bus, il y en aura énormément aussi, hein, mais alors c'est normal puisque le bus est beaucoup plus exposé. Hein, il n'est pas en site propre, il est exposé à l'ensemble de ce qui se passe sur la voirie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'autre événement matrice pour lequel j'ai pas d'image, c'est l'accident de la rue de Rivoli en 67, c'est-à-dire que les couloirs d'autobus ont été créés en 64, différents endroits. Près de la Seine notamment, et l'un des premiers rue de Rivoli, et c'est là où on va voir la première personne tuée par un bus dans le couloir de bus. Et donc là aussi, cette innovation, qui pourtant semble être une innovation très basique, hein, qui consiste juste à mettre un coup de peinture, va provoquer des morts, puisque c'est la première, malheureusement il y en aura d'autres, et la presse va tout de suite inventer un mot, c'est les couloirs de la mort, bien sûr. Donc on a ici un événement dramatique qui donne la matrice pour la suite des événements qui sont réputés relever de la même logique. Alors, ces accidents en fait cachent surtout une forte fiabilité. Il est remarquable. Alors, il y a plusieurs épisodes qui montrent cette fiabilité. Par exemple, quelque chose qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident avec les autobus à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont roulé par centaines dans la région parisienne. Aucun accident, rien, alors que les conditions étaient précaires, etc. Les transports en commun présentent une très faible accidentologie par rapport au nombre de personnes transportées. Et également, en fait, ceci est ce qu'on peut aussi avancer, c'est que les accidents produisent également des chemins de dépendance. On va faire des choix. Paris va faire un choix différent de Londres, par exemple, sur les étages de ces autobus. Un accident en 1910 d'un autobus avec étage qui se renverse à la République fait que la compagnie des transports va opter pour des bus sans étage et puis avec une plateforme arrière pour quand même mettre du monde pour le transporter quand même à l'arrière. Alors que Londres n'a pas connu ce type d'accident et va continuer à avoir des bus à étage tout en inventant des dispositifs pour se garantir des accidents. Et donc vous voyez là de sortes de dispositifs où on soulève l'autobus et on regarde sa stabilité jusqu'à des angles assez incroyables, à vide et à plein, pour se garantir de la sécurité de ces autobus. Alors, je pense que l'accident la médiatisation des accidents de transport en commun me semble particulièrement sensible au moment de l'innovation ou des innovations, lorsqu'il y a une mise au point technique et lorsqu'on a un apprentissage des pratiques par ces nombreux voyageurs. Et c'est notamment, alors là j'ai pris quelques exemples de la presse des années 1905-1910, où on a l'introduction d'autobus sur les rues parisiennes et où la presse populaire, le petit journal, ou en bas l'assiette au beurre, reprennent des figures d'accidents qui contribuent à construire une image de l'autobus comme un mode extrêmement dangereux, qui en fait, effectivement, c'est quelque chose qui introduit une nouvelle vitesse et qui semble encore peu maîtrisé par les nouveaux machinistes, anciens cochers. Alors, comment est-ce que cette exposition médiatique va jouer dans le sens d'une construction de la culture de la sécurité? Alors, d'une part, on a, dans le monde des transports en commun, deux grandes cultures, une culture ferroviaire et une culture du monde routier, qui sont assez différentes par bien des aspects.
Et le monde ferroviaire se caractérise par l'héritage, enfin le monde du métro se caractérise par l'héritage du chemin de fer et par une règle qui est l'obéissance passive et immédiate à la signalisation que doivent respecter les agents. Et ce qui signifie bien hein, la primauté donnée à la machine, à la technique, même si par bien des aspects, on sait bien que cette technique n'est jamais autonome et qu'il s'agit probablement en partie d'une illusion. À cette culture de la sécurité s'oppose le monde routier qui, par définition, ne fonctionne pas pareil. On est sur un monde qui marche. On a beaucoup plus forcément confiance dans le machiniste puisqu'il conduit à vue, c'est-à-dire qu'il avise en fonction de la situation. Et cette situation est plutôt le résultat d'une nécessité, d'une impossibilité de contrôler ces véhicules, puisque la compagnie essaye, tout au long du XXe siècle, hein, jusqu'à la RATP, essaye de contrôler ces autobus, de savoir où ils sont, de savoir leur vitesse, etc. Mais il y a un moment où quand même le machiniste est quand même décideur. Et néanmoins, donc ces deux cultures de la sécurité, l'une plus sur la machine, l'autre plus sur le machiniste, contribuent, ont quand même elles-mêmes en leur cœur la question de la sécurité qui va émerger, alors qui est très présente chez le ferroviaire, mais qui émerge progressivement chez le routier. Et j'ai mis ici ce petit exemple du canard enchaîné des années 20, où, suite aux grèves qui ont suivi la fin de la guerre de 14, on a eu recours à des briseurs de grève bénévoles qui voulaient conduire des autobus. Et M. Gou a donc été bénévole volontaire pour conduire des autobus. Malheureusement, il est rentré dans une boulangerie, je crois. Il a provoqué des morts, etc. Et donc, on voit que cette image va contribuer à renforcer l'identité professionnelle et la valeur professionnelle des conducteurs qui, eux, conduisent en toute sécurité. Alors, ceci va être d'autant plus fort que la compagnie parisienne des transports en commun, tramway et autobus, dans les années de l'entre-deux-guerres, va être la première en France à se doter de tout un dispositif de psychotechnique, de maîtrise, de maîtrise à la fois des risques humains et en même temps d'adaptation entre l'homme et son travail, la meilleure adaptation possible en fonction des capacités de chacun. C'est véritablement une innovation très forte de cette compagnie qui sera imitée par la suite par bien d'autres et qui va avoir un tel poids que le test psychotechnique qui vise à éviter l'accident est encore aujourd'hui une des conditions de recrutement pour la RATP et même pour, si vous n'êtes pas pressenti, pour conduire un autobus. La psychotechnique est une valeur très forte qui renvoie directement à l'idée qu'il faut éviter l'accident. Cette prestige du ferroviaire. Alors pour l'autobus, c'est un petit peu plus difficile. On voit ici, en haut à droite, c'est un dessin des années 20 où on voit la légende, c'est le receveur a tiré trop fort sur la sonnette et donc l'autobus s'est trouvé complètement compressé. Donc ça, c'est une image effectivement des débuts en fait de technique de cette technologie nouvelle qui est l'autobus des années 20. En revanche, là, vous avez des dessins de ciné de 53 où vous voyez que l'un des arguments prioritaires pour prendre l'autobus, c'est éviter l'accident, que ce soit en automobile ou à vélo. Il faut dire qu'effectivement, c'était en fait un des rares arguments qu'il avait trouvé pour vendre l'autobus avec regarder le paysage. Alors, dernier élément, le fameux accident grave de voyageurs. C'est un des accidents qu'on trouve régulièrement dans le réseau de transport en commun. Alors, l'expression est parisienne. En fait, il est intéressant de voir à quel point la pression de la quotidienneté des flux de la masse, de la reproduction de l'exploitation quotidienne, a conduit à concevoir le réseau de métro et même son image, son image de modernité, essentiellement beaucoup sur le fait d'éviter l'accident grave de voyageurs. Alors là-dessus, il y a un texte de Robin Foote qui dit que dans Métro, il y a mort, c'est le titre. L'idée, c'est que lorsque
l'idée de l'exploitant, c'est de tenir à distance ses voyageurs. Et l'exploitant idéal, enfin la vision idéale, c'est une exploitation où il n'y a plus de voyageurs, où ils sont entièrement maîtrisés, voire il n'y en a plus. Et puisque le voyageur le plus gênant étant celui qui décide de se suicider. L'idée est donc que on supprime, on essaie de s'éloigner de cette coproduction du transport en éloignant les voyageurs et également en éloignant le conducteur. Donc vous en avez ici la ligne 14 évidemment, et puis la ligne 1 du métro qui a été automatisée. Donc comme vous le voyez, on a installé les fameuses portes palières dont le but est véritablement, hein, l'origine, la généalogie, c'est éviter le suicide. Et à mon sens, donc là, on est dans l'extrême hein, de cette politique de sécurisation et qui me semble révélatrice d'une dynamique peut-être plus générale, qui est en fait une sorte de méfiance générale de l'institution de l'exploitant vis-à-vis de ses voyageurs, voire de ses personnels. Alors, donc, pour conclure, j'espère, donc effectivement c'était une approche moins théorique, peut-être avec des exemples sur un champ particulier, qui me semble avoir présenté une spécificité, enfin que ces spécificités me semblent construire une sensibilité particulière à ces questions d'accident et à leur exposition médiatique. Et néanmoins, on voit que les exploitants, hein, les institutions qui sont derrière ces réseaux, ont intégré en leur sein la dimension de sécuritaire jusqu'à des paroxysmes hein, qu'on peut voir sur le métro aujourd'hui, et jusqu'à intégrer également le fait que ça partit pleinement de la construction de leur image, voire de leur image de modernité, hein, puisque la ligne 14 est véritablement le produit qu'on essaye même de promouvoir comme allant se répartir autour du Grand Paris. Merci.